Bonjour, bienvenue dans ce dernier numéro du Grand Débrief. C'est le dernier jour du sommet de l'élevage, c'est l'heure du bilan. Comme tous les jours, j'anime cette émission avec Pauline, éleveuse de salaire, c'est comportementaliste. Bonjour Pauline. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on a du beau monde pour ce dernier numéro du Grand Débrief. Autour de la table, on a Fabrice Berton, le directeur du sommet de l'élevage, Jacques Chazalet, le président, mais aussi des influenceurs. Alors Louis Debar, Manon Co sur les réseaux sociaux. Et enfin Alexandre Vermersch qui viendra nous présenter la bière, la festive. Alors avant d'aller plus loin, avant de lancer nos sujets vidéo, je voudrais faire la question qui se pose le dernier jour du sommet de l'élevage, c'est alors l'affluence. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est un nouveau record? Oui, nous allons battre le record, 115 000 visiteurs. L'an dernier, 105 000, donc vous voyez 10 000 de plus, quasiment 10% de progression. Et là, on peut annoncer officiellement qu'avec le nombre d'exposants de 1680 et le nombre de visiteurs de 115 000, nous devenons le premier salon européen de l'élevage. Le premier salon européen de l'élevage. Nous venons de dépasser le salon en Allemagne, Rottir, qui était un petit peu devant nous, et là, on vient de le doubler. Alors, est-ce qu'il y a un palier, est-ce qu'il y a un palier qui est atteint? Est-ce qu'on espère encore plus pour l'année prochaine? Écoutez, ça fait 30 marches que nous faisons depuis 30 ans. Nous allons mettre les ingrédients pour en franchir encore une autre l'année prochaine. Alors un des enjeux, notamment que vous aviez évoqué avant le lancement du salon, c'était de répartir la fréquentation sur les 4 jours. Est-ce que ça a marché? Oui, alors c'est un lissement qui se fait doucement, mais la première journée, nous avons eu 20% de croissance, alors que vous voyez, on a eu 10% au total. Donc il y a bien une première journée qui monte un peu plus que les autres. Et donc, il y a un phénomène de lissage qui s'opère. Alors, il y a un enjeu qui est très intéressant. Alors, moi, j'ai lu La Montagne mardi, j'ai lu le journal La Montagne sur les retombées économiques. Alors, on va un peu jouer au juste prix. Manon et Louis, à votre avis, les retombées économiques du sommet de l'élevage, c'est quoi? On va faire un juste prix. Alors, à ton avis, un chiffre. Les retombées économiques du sommet de l'élevage. Je dirais plus d'1 million. Plus combien? D'un million? 1 million. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu donnerais 1 million. 1 million pareil. Alors je suis désolé, vous êtes très mauvais au juste prix. Le chiffre que j'ai lu sur les retombées économiques du sommet de l'élevage, on est entre 131 et 132 millions d'euros de retombées économiques du sommet de l'élevage. Alors Jacques Chazalet, je me tourne vers vous quand même, ces retombées économiques, ça montre quand même qu'il y a une vraie dynamique autour de l'élevage, de l'agriculture, ça apporte de la valeur ajoutée. Ça doit quand même être une sacrée fierté. Bien sûr que c'est une fierté pour nous. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, les choix que l'on fait au niveau du sommet de l'élevage sur la durabilité semblent être compris par notre public et aussi par les exposants. Et ça ne va pas se faire en agriculture, les choses elles se font sur le long terme. Hein, c'est pas l'immédiat. Et ça veut dire que cette démarche qui est portée par le sommet de l'élevage est vraisemblablement acceptée par rapport à nos visiteurs et nos exposants. Alors, ces chiffres-là, c'est pas non plus, c'est du concret derrière ces millions d'euros. Ça veut dire aussi, toujours ce que j'ai lu dans le journal La Montagne, c'est l'équivalent de 1729 emplois créés ou maintenus grâce à cet événement, le sommet de l'élevage. Alors, toujours dans le registre économique, je vous propose de découvrir aussi ce qui se passe au sein du salon en vidéo, avec notamment la vente aux enchères qui s'est déroulée cette semaine. On regarde. La vente de races de France aujourd'hui concerne qu'une partie de races de France. C'est bien les races bovines et la spécificité, c'est les races à viande. On a vraiment, pour le coup, une typicité française, c'est la race pure. On dit souvent, race de France, c'est la biodiversité domestique. Et là, aujourd'hui, c'est un exemple de toute cette variété de races, puisque les races se sont faites grâce aux hommes et aux femmes et en fonction de la spécificité de nos territoires. L'altitude, la plante, la plaine, l'herbage, le sous-sol, les qualités intrinsèques de l'herbe ont fait que les races sont plus ou moins développées. Et on a réussi à conserver ça. Nous sommes le seul pays au monde à avoir conservé ça.
cet arlequin. 2900 sur Internet, on fait 3000, on fait 3000. La naissance de cette vente, elle est assez simple. C'est un constat du manque de visibilité de nos éleveurs dans un collectif. C'est-à-dire que chaque race fait son job, mais cette structure qui s'appelle Race de France, qui apporte tant en organisation, a peu de visibilité. Donc ça donne de la visibilité à la structure, il ne faut pas se cacher, mais également ça montre que les éleveurs, malgré leurs différences raciales, peuvent, le temps d'une vente, être les uns à côté des autres, comme leurs élus le font toute l'année. Ça met un point de lumière sur les races françaises, en même temps, au même moment, dans le même endroit, pour montrer la diversité et dans cette diversité, une unité autour de Race de France. Et le chrono est parti. 2400, 2400. Moi, là, aujourd'hui, je représentais surtout un éleveur sélectionneur qui n'a pas pu être sur la vente et donc j'étais en charge de faire l'achat de la génisse pour lui. Alors lui, il cherchait une génisse avec un profil plutôt mixte viande, donc c'était le profil de cette génisse, et avec aussi un pédigré qu'il n'avait pas chez lui, des origines différentes de ce qu'il avait pour le moment. Donc il était très intéressé par cet animal qui avait déjà fait ses preuves sur d'autres concours. L'éleveur qui vend mieux qu'à la maison, ça c'est sûr, et l'éleveur qui achète a la chance d'avoir des animaux de très haute qualité qu'on ne trouve pas d'habitude dans l'année. Voilà, c'est vraiment des génisses très très haut de gamme. En Basadé, on est une toute petite race. On a peu de ventes comme ça. Les bonnes génisses restent dans les élevages en général et ne sont pas vendues. On est tous solidaires et donc c'est aussi une belle image pour l'élevage français de montrer qu'on peut être tous ensemble sur un événement comme ça. Et sur un salon comme le Sommet de l'élevage qui est très très important pour la filière allaitante française. Alors avec cette vente aux enchères, on a vu un enjeu économique pour les éleveurs. On a évoqué juste avant les 131 millions de retombées économiques, mais on parlait de retombées économiques événementielles. En fait, Fabrice, ça va bien au-delà. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui. Les 130 millions que vous évoquez, ça concerne le ruissellement de l'événement. Donc régionalement, mais même nationalement, et même internationalement. Je m'explique. Régionalement, c'est sur l'hôtellerie, la restauration. Là. Donc ça, c'est 24 millions à peu près. Mais après, il y a aussi les étrangers qui viennent en avion, les déplacements, voilà, toutes les prestations de services autour de l'événement. Et après, il y a le rendez-vous économique du sommet, ce que ça représente. Donc ça, c'est plus de 110 000 transactions commerciales qui s'opèrent en 4 jours. Ça, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Vous avez certains exposants qui font à eux tout seuls plusieurs millions d'euros de commandes par les ventes de machines, les commandes. Voilà, donc c'était pour préciser, pour qu'on comprenne bien la différence entre le ruissellement événementiel et les transactions à l'intérieur du sommet de l'élevage. Et l'un des enjeux pour les exposants, c'est pas non plus la quantité de visiteurs, c'est aussi le nombre de contacts qui sont réalisés. Et ça, c'est très important pour vous. Mais c'est ce que je vous dis, 110 000 à peu près contacts réalisés, de contacts commerciaux utiles qui débouchent sur bien sûr un échange économique. Alors, puisque vous êtes là tous les deux avec Jacques Chazalet et que vous allez bientôt devoir nous quitter, mais avant de nous quitter, on va faire une petite interview couple, parce que vous êtes le couple qui portait le sommet de l'élevage. Alors, le couple, le binôme président-directeur, je voudrais déjà savoir, parce que ça se construit à deux, c'est une histoire d'homme, le sommet de l'élevage. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ? Comment vous êtes rencontrés autour du sommet de l'élevage ? Ah là là, c'est une vieille histoire. Alors, il faut savoir que Fabrice a commencé sa carrière professionnelle au CDJA du Puy-de-Dôme. C'est les centres départementaux des jeunes agriculteurs. Que quelques années plus tard, je me suis retrouvé donc en 1990, donc ça fait un petit bail, président du CDJA du Puy-de-Dôme. Fabrice était parti au CNJA, au Centre National, et que le CDJA du Puy-de-Dôme a organisé la finale nationale de la Bourg, qui depuis est devenue terre de gym. Donc, on a appelé Fabrice, qui était quelque part en Outre-mer. Je ne me rappelle plus si c'était Madagascar ou la Guyane. Et on lui a demandé, est-ce que tu veux venir nous aider à organiser la finale de la Bourg ? Et bien sûr, on a fait ça, et ça a été bien sûr une réussite. Et Roger Blanc, qui organisait les journées laitières, a dit, les gars, c'est bien, on va essayer de faire les journées allaitantes.
Et je lui ai dit, bah, écoute, c'est pas compliqué. Fabrice, on vient de travailler, là, il finit son contrat, tu l'embauches. Et donc, on a fait le premier sommet en 1992 sous la présidence et l'initiative de Roger Blanc. Mais bien sûr, j'étais aux côtés. Et donc, depuis le début, eh ben, voilà, on se côtoie, on se connaît. C'est vrai qu'on a nos réflexes. Donc c'est une histoire voilà, qui se construit dans le temps. Alors vous connaissez depuis longtemps, du coup, dans votre binôme, quand vous faites les prévisions, qui est le plus optimiste de vous deux? Alors c'est vrai qu'il y a une dynamique au niveau du sommet de l'élevage. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est au moment de faire les prévisions, d'espérer les fréquentations, est-ce qu'il y en a un qui est plus optimiste que l'autre? Non, on est tous les deux un peu kamikazes. Et heureusement, c'est qu'il y a une formule, c'est que qui ose gagne. Donc il faut toujours voir plus loin. Jamais, effectivement, quand on a fait le sommet de l'élevage, qu'on a commencé au bord de l'Allier, hein, sur un parc d'exposition, qu'on est rentré ici. Dans ce parc, quand on est rentré au début, on ne pensait jamais qu'on aurait besoin d'agrandir. Mais Fabrice a fait en sorte que de toujours, parce que bon, on conçoit les choses à deux, mais c'est quand même lui qui met en musique. Hein, donc ça veut dire la relation avec les exposants, régler tous les... Enfin, il va vous expliquer. Et après, c'est vrai que il y a l'opérationnel et puis il y a tout ce qui concerne le relationnel pour pouvoir justement obtenir ces accords de grandir, parce qu'on est ici sur le site du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui a besoin de ce site de se développer, donc il faut entretenir un certain nombre de relations. Et la société qui gère ce site est Auvergne Événements, dans lequel le sommet de l'élevage est actionnaire. Donc voilà, je pense qu'on a une complémentarité avec ce qui doit se passer entre un président et un directeur, quoi. Fabrice, c'est pas un directeur comme on l'entend, un directeur d'une organisation, c'est vraiment un commissaire général, mais c'est un animateur, stratège et commercial. Alors, le sommet de l'élevage, c'est une success story. Pour progresser, il faut se challenger. Et est-ce que dans un couple, des fois, il y a des sujets qui font débat? Est-ce qu'il y a des sujets qui font débat entre vous? Est-ce qu'il y a des petits désaccords, des petits ajustements? Oui, mais ça concerne que nous. Là, parce que je vais lui couper la parole. Oui. Voilà, c'est pour dire que bien sûr, comme dans tout couple, il y a forcément des débats, des questions. Et c'est intéressant de croiser des regards différents. Quelquefois, on ne voit pas les choses de la même façon, mais comme ça fait 40 ans qu'on se fréquente, on a toujours arrivé à faire une synthèse et trouver le compromis qui fait que, écoutez, à un moment donné, vous voyez, c'est le résultat qui compte. Après, la façon dont on opère pour y arriver, ça vous regarde plus ou moins. Alors, le sommet de l'élevage, c'est un rythme très intense. Vous devez, pendant 4 jours, être partout. Qui oublie le plus ces rendez-vous? Allez. Est-ce que vous oubliez vos rendez-vous? Est-ce que vous arrivez à être partout entre tous les deux? Comment vous les répartissez? Non, les portables nous aident bien, et heureusement. Bon, mais c'est vrai que c'est très intense. Et bon, vous voyez bien que toutes les délégations étrangères, tous ceux qui viennent, alors ils veulent voir le président, ils veulent voir le directeur. Alors heureusement, il faut aussi dire qu'au-delà de nous deux, que ce soit du côté opérationnel ou du côté politique, on a des équipes. Et on partage. Et la stratégie, elle se construit aussi en équipe. Nous, on incarne, mais donc il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des équipes au sommet de l'élevage hyper performantes, qui innovent, sur l'informatique, ainsi de suite. Et que de notre côté, on en parlera tout à l'heure avec Bruno, il y a des gens qui extrapolent aussi des stratégies sur l'avenir et notamment la durabilité. Là, je vais rappuyer sur un point, parce que là, on est tous les deux en première ligne à vous parler, là. Mais ce n'est pas une aventure de personnes, hein. C'est toute une équipe derrière. Il y a une équipe de permanente à l'année de 8, ce qui est relativement peu par rapport à la taille d'événement, qui fournissent un travail important et de bonne qualité, et plus de 400 personnes au moment de l'événement qui œuvrent. Donc, il faut penser à tout le monde. Les 400 sont nécessaires et je veux leur rendre hommage. Alors, quel est votre plus beau moment ensemble? Quel est votre plus beau souvenir au sommet de l'élevage après toutes ces années? Un moment qui vous a marqué, un beau souvenir? C'est qu'on en a des milliers. Alors moi, un qui m'avait vraiment marqué, c'est la dernière visite du président de la République. On a eu 3 présidents de la République et c'est vrai que la dernière visite du président de la République, et surtout qu'il nous avait dit qu'il reviendrait nous voir, c'était important.
Fabrice, un souvenir également, le même ou pas? Moi, vous voyez, je ne vais pas vous dire un souvenir, je vais vous dire une petite anecdote qui m'est arrivée avant-hier soir. C'est le chef électricien d'ici qui s'est mis à pleurer dans mes bras en me dit « Vous êtes ma famille, c'est le plus beau chantier de ma vie que je fais ». Ça, c'est une belle récompense. Ça résume bien le sommet de l'élevage, sa convivialité, ses histoires d'hommes. Écoutez, merci à tous les deux. Merci Fabrice d'être venu sur le plateau. Je sais que vous devez nous quitter, vous devez enchaîner des nouveaux rendez-vous. Jacques, je crois que vous restez encore un peu avec nous. Tout à l'heure, il y a Bruno Dufayet qui va vous rejoindre. Pour l'instant, on va continuer dans cette logique de convivialité. Et parce qu'il y a une caméra, Louis, qui vous a suivi, qui vous a posé quelques questions. On regarde ça tout de suite. Hello Louis. Salut, Ça va? ça va et toi? La nuit n'a pas été trop courte? Comme d'habitude au sommet, hein, mais bon, il faut assumer. On va dans le concours salaire, les gars. Donc Guillaume, mon futur associé normalement, d'ici quelques années. Voilà, mon collègue. Et puis tous les deux passionnés de race salaire, donc là on va aller voir nos amis éleveurs. Allez, c'est parti. On y va? Je vous suis les gars. Là, on va aller à la porte A. On va commencer par le commencement. Ah, après, on verra. Voilà une belle race à la race salaire. Il y a du monde que tu connais toi Louis là? Oui, là il y a mon technicien là, Benoît, avec les lunettes. C'est mon technicien de l'EDE pour mes vaches. Voilà, après on se connaît tous plus ou moins au niveau de la race. Alors ça commence à 8 h on va dire pour nous. Et ça se finit quand le bonhomme est fatigué parce que tu peux rester toute la nuit avec les éleveurs à discuter sur les vaches, à partager un petit moment convivial. Alors on m'arrête pour prendre des photos et puis même on me connaît, donc on partage aussi un moment, on parle de matériel, je parle un peu de tout. J'aime bien le matériel, mais je vais surtout voir les vaches. On se voit qu'une fois par an, on se voit ici, donc du coup, c'est les retrouvailles aussi entre éleveurs. Ah oui, je suis fixé une date là. 2026-2027, j'aimerais emmener ma première vache à Cournant. Convivialité, ça représente super bien l'Auvergne. L'ambiance des paysans, c'est totalement différent de Paris, c'est professionnel, convivial. Pour moi, c'est le salon numéro 1. Bah écoute, merci Louis. Je te dis au revoir, on se voit l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine. Alors Louis, on t'a vu sérieux dans cette vidéo, ça a été tourné hier jeudi, j'imagine que ta soirée elle s'est quand même prolongée. Oui, elle s'est bien prolongée jusqu'à ce matin, 5 h. L'after cause c'était jusqu'à 5 h pour toi? Moi j'étais pas vraiment allé à l'after cause, parce qu'il y avait trop de monde. Je suis resté avec les éleveurs. On a passé un bon moment et on a fait la chmouille comme on dit. Alors Bruno Dufayet, président de l'APRAMAC qui gère tous les concours, nous a rejoint. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça doit vous faire plaisir. Là, on a entendu Louis dans la vidéo qui disait « Allez, objectif, participer au concours dans… » 2026. 2026, ça doit être stimulant de voir des jeunes qui ont envie, qui se challenge pour arriver jusqu'au concours du sommet de l'élevage. Ah bah oui, c'est encourageant sur la mission qu'on a, de voir des jeunes qui déjà se projettent à venir participer avec un animal, mais c'est aussi la mission d'un sommet. Hein. C'est les vocations de demain, c'est les envies de demain, et je trouve que ça incarne bien justement l'ambition qu'on porte nous au sein de l'APRAMAC. Alors vous avez entendu l'annonce des chiffres de fréquentation du sommet de l'élevage, record absolu. C'est le premier salon de l'élevage européen, c'est une belle réussite. Alors vous, comment vous l'expliquez cette réussite? Finalement, tous ces records, tous les chiffres qu'a annoncé Fabrice, ça correspond aussi avec une orientation qu'on vient de donner au sommet de l'élevage et que porte l'APRAMAC, d'aller sur justement le salon mondial de l'élevage durable. Et clairement, voilà, moi j'en tire finalement une conclusion.
cette orientation qu'on donne, de suite, elle se traduit par des faits. 10 000, alors les 10 000 sont peut-être pas liés complètement à ça, mais ça veut dire que clairement, l'orientation qui est donnée, elle va dans le bon sens et elle répond à des attentes. Et ça nous conforte dans l'idée, justement, d'aller sur cet élevage durable. C'est le salon qui va incarner l'élevage durable de demain. Et la durabilité, c'est un enjeu majeur qui dépasse l'agriculture et le sommet de l'élevage. Et montrer qu'un salon professionnel comme le sommet de l'élevage rentre dans une logique sociétale qui est planétaire. Je trouve que voilà, ça conforte. Les chiffres nous confortent dans cette ambition et je peux vous dire que ça va nous donner encore plus de peps pour les années à venir pour vraiment marquer le temps de la durabilité sur le sommet de l'élevage. Alors Bruno Dufayet parle d'élevage durable. Le lien, il me semble, tout fait vers le bien-être animal. C'est l'heure de ta chronique, Pauline. Oui. Alors, qui es-tu allé voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis allée rencontrer une société d'agroéquipement, Bioréagri, donc avec le directeur. Et donc je vous propose aujourd'hui de découvrir un équipement que l'on peut mettre dans les bâtiments pour reproduire une sensation de grattage comme une écorce d'arbre. Donc c'est pour les animaux qui sont hors sol, mais aussi bien les animaux qui sont en bâtiment, comme chez Louis ou comme chez moi. Moi, ils ont accès aux pâtures, mais à l'intérieur, ils ont moult grattages dans les bâtiments. Donc j'ai envie de vous faire découvrir cet accessoire aujourd'hui en vidéo. Eh bien, on regarde. C'est vrai que ça fait du bien, là. C'est pas aussi bon qu'une séance d'ostéo, mais c'est pas mal. Ah ouais, je valide. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du bien-être des animaux, mais des animaux en bâtiment cette fois-ci. Et on va s'occuper de nos bovins et du sens du toucher pour améliorer leur confort. C'est parti, on y va. Jean-Vincent, tu sais à quel point je suis une acharnée pour le bien-être des animaux d'élevage et aujourd'hui j'avais envie de te rencontrer pour parler du gratte-au-gratte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce gratte-au-gratte et qu'est-ce que ça apporte concrètement pour le confort et le bien-être de nos animaux? L'idée d'origine, c'était de protéger l'animal, de faire comme un espèce de bumper, quoi. Ouais, juste en caoutchouc, en fait. Exactement, c'est-à-dire que si jamais elle chute et qu'elle tape, ça absorbe l'impact et qu'il n'y ait pas de trauma au niveau de la minimale. Donc ça, c'était l'idée de base. Et derrière, on s'est dit, tiens, faut qu'on réfléchisse à une fonctionnalité additionnelle. Bon, un des comportements naturels de l'animal, c'est de se gratter pour enlever les parasites, les poils, se décontracter, tout ça, exactement. Et donc, on a commencé à mettre des petits picots. Et donc, on a fait une essai version 1. Oui. Voilà, donc on l'a installé, il y avait 60 vaches. Et la version 1, ils me l'ont ruiné en 2 semaines. Ici, la petite hauteur qu'on voit en bas, là, c'est pour laisser passer le racleur. D'accord. Voilà. Cette zone-là, en fait, il n'y a pas de plot. C'est pour pas gratter le jarret, parce que le jarret, bon, bah, c'est une zone qui est quand même hyper importante et qui est déjà super sollicitée pour la vache laitière. Voilà. Et derrière, en fait, tu as toute une zone de plot où elle va reproduire le comportement naturel de grattage tel qu'elle ferait sur un arbre, quoi. Moi, j'ai testé dans ma ferme de vaches allaitantes ce type de gratte-au-gratte chez moi. J'ai constaté que les vaches, effectivement, avaient une forte attraction vers les tapis. Et ça apportait vraiment de la décontraction et ça a tendance à harmoniser les relations sociales. C'est-à-dire que plus les vaches sont détendues, plus elles sont cool entre elles et plus ça baisse l'agressivité entre les animaux. Quand on équipe les bâtiments de ce genre d'accessoires, on va vraiment apporter du bien-être parce qu'on va répondre aux besoins de grattage, mais aussi on va baisser le cortisol des animaux, ce qui va aussi augmenter la production, ce qui n'est pas négligeable dans nos élevages. Jean-Vincent, merci de nous avoir accueillis sur ton stand, merci de nous avoir présenté ce prototype. Je pourrais en prendre un pour chez moi? Ah bah oui, bien sûr. Mais pour moi, hein, parce que je suis très grattage. On ne fait encore pas pour l'humain. Ah. Bon, alors, Pauline, déjà, toute la semaine, je t'ai dit que j'étais fan de ta casquette. Oui. Mais je pense que tu peux faire mieux. Donc, moi, je t'offre une plus belle casquette, une casquette réussir quand même. Merci. Voilà, j'espère que la prochaine fois pour nos émissions, tu mettras une casquette réussir. Je vais un peu la customiser parce que moi, j'aime bien l'originalité quand même. Hein. Tu peux, mais voilà, je t'offre cette casquette. Merci, j'apprécie. Alors, ce gratte-au-gratte. Donc, c'est en caoutchouc, c'est extrêmement solide. Là, je l'ai présenté pour les bovins, mais aussi on peut équiper les chevaux et les chèvres. Et c'est un prix, c'est autour de 100 €.
C'est très souple, donc on peut équiper soit de manière horizontale, mais aussi ça peut prendre la forme de poteau. Et c'est vraiment c'est un produit qui va être durable et qui va apporter énormément de réconfort et de grattage aux animaux. Louis et Manon, vous connaissiez ce système? Non, pas du tout. Moi non plus, encore moins. Alors ça vous intéresse, ça vous inspire? Oui, bah, surtout que il a très bien résumé Pauline, ça répercute sur la production des vaches. S'il y a une vache qui est bien, elle va manger mieux et ça. le veau, il va être en meilleure santé. Donc Tout à l'ambiance du bâtiment joue beaucoup sur la production. Ce soin que les éleveurs ont pour leurs bêtes, les investissements qu'ils portent, Bruno Dufayet, il faut réussir à communiquer sur ce genre d'outils, d'innovation. Ben oui, justement, là aussi, ça répond à différents enjeux. Pauline incarne bien le sujet du bien-être animal et c'est hyper important d'investir sur ce type de produit. Ce n'est pas un coût exorbitant et par contre, ça a des effets sur le comportement des animaux et la production, comme vient de le dire Louis, qui sont indéniables, quoi. Donc, il y a un enjeu majeur à travailler et à présenter ce genre de produit, c'est hyper important. Alors on reste à fond sur l'élevage durable. On l'a vu à travers les sommets d'or. Je vous propose de découvrir un de ces sommets d'or avec Roland qui nous présente une solution d'épandage automatique. On va automatiser aussi bien la trappe que la vitesse de tapis. On en a développé des algorithmes de façon à assister la régularité d'avancement du tapis en fonction de la résistance du produit dans les cadres hérissons. On part sur une pesée volumétrique. En fait, on l'a assisté de capteurs de déformation sur l'arbre de transmission principal. Donc en fonction de la résistance du produit, on va accélérer ou décélérer le tapis en fonction de la charge qu'on va retrouver sur les démêleurs. Tout produit qui soit fianteux, que ce soit une chaux, que ce soit un produit plus ou moins gras, on va arriver à développer cette courbe d'épandage. Tout en sachant qu'un fumier qui est pailleux, il est en liant, donc on va ouvrir la trappe complètement et avoir une accélération de tapis en début de vidange de caisse, une accélération en fin de caisse. Alors sur le boîtier, ce qu'on va rentrer, c'est la dose cible, la dose qu'on va chercher à épandre. Et ensuite, on va aller chercher le programme du produit qu'on va épandre. Donc ici, on va avoir le tonnage hectare cible. Ici, la vitesse de déplacement. Et puis là, quand on aura choisi son programme, on appuiera sur l'automatisme. Et là, tout va se faire automatiquement. On peut aussi le faire fonctionner sur un épandeur vertical. Par contre, c'est sûr et certain qu'on ira plus sur la table d'épandage où on va rechercher de la précision. Sur les essais qui ont été faits à 150 kg près, on rentre dans ce qui est acceptable. Alors en disponibilité, ce sera disponible au printemps prochain, vraiment sur le marché. Et puis en termes de prix, on va rester sur quelque chose qui va être très abordable. Je dirais 5 000 € moins cher qu'une pesée dynamique. Jacques Chazalet, ce genre d'innovation, ce genre de sommet d'or, ça répond à une mission du sommet de l'élevage, vulgariser le progrès technique, diffuser le progrès technique? Ben oui, puisque l'innovation, ce qu'a évoqué Bruno tout à l'heure, c'est la colonne vertébrale de l'élevage durable. Et donc, ce qui est appréciable pour nous, c'est que c'est des entreprises, l'entreprise Roland, c'est une entreprise de l'Ouest. Donc, ça veut dire que le sommet de l'élevage étend son influence au-delà du Massif central et que la technologie, elle est partout et qu'il faut la mettre à la disposition des éleveurs. On a 22 sommets d'or. Donc ça, c'est un emblématique qui s'inscrit dans la stratégie qu'a évoqué Bruno tout à l'heure. Alors, il y a 22 sommets d'or. Est-ce que vous avez eu le temps de les regarder un petit peu?
Oui, on les a remis. C'était mercredi soir, oui, c'est pas hier, c'était mercredi. Et oui, il y a des sommets sur donc la mécanique, sur le bien-être animal, sur il y en a un sur les problématiques de santé. Je vous dirais que depuis, j'ai vu tellement de choses que je ne me rappelle plus de tous. Et cette technologie autour de l'épandage, ça vous inspire ? Ah mais ça fait plus que m'inspirer parce que je peux vous dire que moi dans mon exploitation, un Roland, j'en ai acheté un il y a une trentaine d'années. Alors il n'était pas si perfectionné que celui-là, mais ils étaient déjà dans ce schéma-là parce que c'est effectivement les premiers qui sont passés d'une logique où avant on écartait le fumier, on disait on va l'écarter du fumier, où on est rentré dans une stratégie de gestion des effluents et notamment par rapport des fumiers très concentrés, c'était mon cas de fumier de volaille, où effectivement on n'est pas à 1 tonne près à l'hectare, mais à quelques centaines de kilos près, parce que ça a énormément de conséquences sur la faune, la flore, et ainsi de suite. Et c'est aussi les premiers, les Roland, qui ont initié des débats, des technologies par rapport au compost. Alors le compost, c'est faire fermenter le fumier avec de différents composants en amont pour pouvoir après écarter un produit stable et qui est bien plus efficace. Alors depuis le début de l'émission, on a vu que le sommet de l'élevage, c'était de la technique, de l'économique. Mais alors on va voir aussi un peu de convivialité dans ta sélection de tweets, Pauline. Oui, c'est vrai que tous les jours, j'aime bien un petit peu faire le tour des réseaux sociaux et regarder ce qui est drôle, ce que les gens aiment bien partager comme photos, alors sur différents réseaux, que ce soit Twitter, Instagram. Donc là, j'en ai sélectionné 2. Où en fait c'est Benoît Rouillet qui est à l'IDEL et qui a vécu un petit moment convivial avec quelques influenceurs dont Étienne, agri-youtubeur, et puis toute son équipe et qui a voulu marquer ça avec une petite lèvre. Enfin, j'ai trouvé ça attachant et puis je trouvais que ça représentait bien le côté convivial du sommet de l'élevage, donc j'avais envie de le sélectionner. Et la deuxième photo, le deuxième tweet, alors là j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a fait sourire. C'est un éleveur qui partage ça sur Twitter et qui dit finalement ça fonctionne pas mal le lait de la Holstein, et donc on voit un petit veau qui est bien gras et qui est bien musclé à côté, donc ça montre bien que le lait de la Holstein nourrit bien, et donc on voit un peu le veau qui est bien développé, et je trouvais ça assez drôle, la photo du veau très très musclé à côté de la vache laitière. On voit aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux. Oui. Eh ben écoute, c'est l'heure de ton interview influenceur. Oui, ils sont là, ils sont présents. Louis et Manon, comment ça va déjà ? On va prendre un petit peu la température. Impeccable. Bon, très bien. Donc je vais essayer de faire un petit résumé sur cette semaine et de vous poser quelques petites questions. Donc on est tous les trois ambassadeurs. On est content d'être ambassadeurs. Oui. On n'a plus de voix, mais on est content. Ça va. Alors, donc cette année, j'ai envie de savoir quelle a été la réaction quand on vous a contacté, quand l'équipe du sommet vous a contacté pour vous dire, écoute, on vous a choisi. Bon, alors toi, tu étais déjà un peu, c'est pas la première édition, mais la 3e. Mais Manon, par exemple, je vais te laisser répondre en premier. Comment tu as réagi ? Tu t'es dit, mais pourquoi moi ? Moi, j'ai commencé du coup les réseaux en postant des photos de vaches comme ça. Et puis quand on m'a envoyé ce message, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue l'ampleur que les photos de mes vaches que je mets sur Instagram, ça prend vachement d'ampleur. Et aujourd'hui, on me demande d'être quand même l'ambassadrice du sommet de l'élevage, quoi. Incroyable. Donc ouais, t'y croyais pas, quoi. Non, pas du tout. Je trouvais ça un peu J'ai tout de suite surnaturel. montré le truc à mes parents, ils ont fait waouh, vas-y, fonce. Du coup, voilà, Ok, une donc petite fierté. un entourage encourageant, quoi. C'est ça. Et toi, Louis, pour la 3e édition ? Une 3e édition, super content, mais je m'en rappellerai toujours de ma première fois. Oui. Déjà à la montagne qui m'a fait un article à la maison. Oui. Alors moi avec mes parents on était super contents. Ensuite j'ai été contacté sur internet en me disant oui salut, je m'occupe du sommet de l'élevage, on aime bien ce que tu fais, ça te dirait de venir. Au début j'ai dit mais c'est un fake. Oui. Et en fait non, on m'a relancé, on m'a dit rendez-vous à Chamalières. Waouh, mais là c'était extraordinaire. Oui. Parce qu'avant j'avais pas trop les moyens et le temps d'aller au sommet. Donc du coup ça m'a ouvert une porte. Et après, avec l'influence et tout, le sommet m'a mis en place des tickets. Donc, j'ai retendu une perche à des personnes qui ne pouvaient pas aller au sommet. Donc c'est que bénéfice, quoi. Ouais, ok. Comment vivez-vous votre rôle d'ambassadeur ? Comment vous l'avez vécu pendant ces 4 jours ? Est-ce que vous avez été plutôt submergé, investi à 100% ou je fais ce que je peux en fonction de l'énergie qui me reste ? Manon ?
Moi, du coup, je suis ambassadrice, mais je suis aussi exposante parce que j'ai amené un taureau limousin, du coup, pour le concours national limousin. Et c'est vrai que cette année, j'avoue, j'ai pas pris trop le temps d'aller au stand digital, voir les abonnés, parce que je suis toute seule avec mon taureau. Mon père est resté sur la ferme pour s'occuper des vaches et des moutons. Du coup, voilà, mais bon, j'ai croisé quelques abonnés un peu partout, des gens qui sont venus me voir. J'ai fait 2 articles dans des journaux, donc c'est Oui, et toujours puis reconnaissant. on peut dire que l'espace rencontre, c'était autour de ton taureau, ce qui n'est pas plus mal. Oui, voilà. Mais tout le monde est venu me voir au taureau. Ils cherchaient le prénom du taureau et ils savaient que j'étais là. Et toi, Louis? Compliqué, parce que pour la plupart des agriculteurs, je les croise une fois par an ici. Oui. Alors quand on se voit, voilà, on partage un verre ou deux. Et après, j'ai pas été disponible pour certaines interviews parce que les bouchons. Oui, c'est vrai, le matin, Et, c'est compliqué. après, j'ai eu une panne de réveil un matin, j'ai plus donc de batterie. Ça, Aïe. j'avoue. Ensuite, les rencontres super, submergées encore. Voilà, toujours un plaisir de partager avec la communauté et d'échanger. Et ce que j'aime bien savoir aussi d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Et il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de petits jeunes qui veulent faire paysans. Mais on sent qu'ils doutent dans leur regard parce qu'ils ont peur, je pense, comme nous aussi, dans les années à venir, qu'est-ce que ça va devenir dans 10 ans. Oui. On se pose tous la question. Ouais, donc ça les rassure un peu de te rencontrer, de discuter avec toi. On se rassure entre nous, les paysans, on tient. Là, on a encore un coup dur cette année avec la FCO. Éleveurs allaitants, je parle. Moi, mes broutards, ils ne peuvent pas partir, donc je ne sais pas comment je vais faire. Oui. Mais bon, on se soutient. Le sommet, je trouve que ça sert à ça. On discute de nos galères, on échange et on garde la convivialité. Et voilà, on se soutient, c'est ça. Bon, alors c'est vrai qu'aussi, le fait d'être influenceur, ambassadeur, ça peut aussi apporter des contacts professionnels avec des partenariats. Est-ce que vous en avez eu pendant cette semaine? Est-ce que vous avez signé des contrats avec des marques, des sollicitations? Non, moi non. D'accord. Non, moi j'ai un partenariat que j'ai eu l'année dernière, pas de survision, pour tout ce qui est piqué, tout ce qui me ressemble côté élevage. Sinon, je suis pas allé forcer vers des marques en sortant mon tapis rouge, non. D'accord. Je préfère mieux rester dans mon coin, faire mon petit truc. Ou peut-être qu'ils viendront te solliciter plutôt en interne et pas forcément en passant par le sommet où on est submergé. Quoi. Peut-être, mais j'aime pas me dévoiler, je reste comme je suis et je fais ce que j'ai à faire. Le sommet vous a mis beaucoup en avant par tout ce qu'on a eu avant. On est dans le dossier de presse quand même. On a quand même 2 belles pages qui parlent de nous. Comment réagissent vos proches et est-ce que vous avez pris le melon ou pas? En toute honnêteté. Alors, moi, le melon, je le prendrai sûrement jamais parce que ce que je fais sur les réseaux, c'est ma fierté à moi. C'est ce que je suis fière de montrer aujourd'hui, ce que je fais à la ferme. Et j'ai des parents qui sont derrière à fond, qui me soutiennent. Là, j'ai un article qui est sorti dans la montagne. Tout de suite, ils l'ont repartagé. Mon père m'a appelé. Je suis fière de toi, ma fille, machin et tout. Et voilà, tout ça aussi, c'est grâce à lui aujourd'hui. Même s'il n'est pas là, qu'il est resté à la ferme, c'est en partie grâce à lui tout ça, quoi. Ok, donc merci papa. Instant gratitude. Moi, je ne pense pas avoir pris le melon. Je n'ai pas changé ma personnalité, je pense, depuis que j'ai commencé. C'est vrai que d'année en année, il y a du plus. Oui. D'année en année, il se passe des trucs. Donc j'ai tourné des clips avec Oiseau. Oui, c'est vrai. Alors là, c'était une grande fierté, ma deuxième plus grande fierté après le sommet. Le sommet qui m'appelle. Après Oiseau, je tourne un clip avec eux, des trucs auvergnats. Donc du coup, tout bénef. Mais c'est vrai que c'est des moments, c'est pas évident. C'est surtout le regard de mes proches ou de mes potes en soirée, quand il y a des abonnés qui viennent. Il faut se couper en deux. Oui, c'est vrai. Et d'un choix à l'autre, moi j'assume mes choix et je suis toujours resté le même. J'ai jamais refusé quelqu'un, mais c'est vrai que des moments c'est pas évident quand on se fait tout le temps interpeller. C'est vrai. Mais ça va, tu gardes la terre froide. Non, mais oui, j'aime bien quand même. Il aime bien. Alors vos nombres d'abonnés, est-ce qu'ils ont augmenté quand même un petit peu depuis que vous êtes ambassadeur et un peu plus exposé? Moi, oui. On va dire que depuis lundi, depuis que je suis au sommet, sur Instagram, j'ai pris 300 abonnés. Ah, quand même? Oui. J'ai pas trop regardé les chiffres. J'ai vécu l'instant présent. Ça monte très vite, toi, quand même. Oui, mais ça a monté très vite. Surtout sur Instagram. Si je compare à l'année dernière, j'étais à même pas 10 000. Et cette année, je sais pas ce qui s'est passé sur Insta. J'arrive aux 22 et 170 000 sur TikTok. Mais je fais pas ça pour... tu cherches pas le nombre je partage ma passion et c'est tout. Alors donc t'as pas pris le temps de regarder les chiffres avant d'aller te coucher cette nuit à 5h du matin? Non, ça m'empêchera pas de dormir. C'est étonnant. Allez, dernière question. Si vous devez re-signer l'année prochaine pour être ambassadeur, oui, non, vous faites quoi? Moi, je pense que oui. Tu n'auras peut-être pas de taureau aussi à ramener? Voilà, et j'aimerais prendre plus de temps peut-être s'ils me reproposent d'aller voir les gens, les abonnés, etc.
J'ai fait 3 années. Je pense que... Tu veux laisser la place à peut-être faut un que nouveau je tourne la page parce que je suis avant tout aussi un agriculteur qui fait Ouais. des vidéos. Je ne suis pas un influenceur, j'aime pas ce mot. Ouais. Parce qu'un influenceur, on dirait tout de suite non. Je pense T'influences que pas, oui. il faut que je tourne la page. Je laisse la place à un petit jeune auvergnat qui veut faire des vidéos. J'ai un but dans la tête, monter au sommet, Oui. emmener une vache, gagner, aller à Paris. Voilà, je vais continuer à faire mes vidéos, je vais continuer à venir au sommet. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut d'un moment, il faut laisser sa place. Le sommet m'ont tendu une perche. Oui, t'as Ça raison. m'a fait monter. J'aimerais rendre l'appareil et le Et donner laisser-la. à un petit jeune qui a 19 ans, comme moi, comme j'étais là, et qui veut se lancer. Et je pense qu'il faut laisser sa place. Ok, merci Louis. Alors même si Louis ne sera peut-être pas forcément ambassadeur l'année prochaine, tu seras là l'année prochaine. Jacques Chazalet, l'année prochaine, on se projette déjà. Est-ce qu'il y a des projets, des nouveautés attendues? Oui, on se projette dans l'année prochaine. Bruno en a parlé, dans la durabilité. Il ne faut pas oublier qu'on a une étape importante pour nous, c'est l'année du pastoralisme 2026, année décrétée par l'ONU. Donc il faudra 2024, 25, 26, donc il faut progresser par rapport à ça. Il faut progresser aussi, on a toutes nos stratégies, on ne va pas en parler là, d'infrastructures et ainsi de suite. Moi, je voulais revenir sur la convivialité, sur un événement qui est quand même important, qui est organisé par les jeunes agriculteurs au Zénith. C'est la plus grande soirée qui se fait sur Clermont-Ferrand. Il faudra peut-être qu'on envisage de faire un Zénith gonflable à côté parce qu'ils ont 2 fois plus de demandes qu'il y a de place. Ça veut dire que les jeunes agriculteurs, ils sont motivés et ils sont capables de faire venir des gens d'ailleurs pour parler de leur métier différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et ça, c'est important. Parce que l'avenir de notre métier, ce qu'on a évoqué, la durabilité et ainsi de suite, ça veut dire aussi une cohésion au niveau et une adhésion de la société. Et pas qu'une adhésion de principe. Parce qu'à un moment donné, il faudra que nos produits ils soient bien sûr acceptés, mais surtout ils soient achetés par les consommateurs. Et donc ça veut dire qu'ils comprennent pourquoi il faut faire cette démarche-là. Il faut aussi parler de l'impact international du sommet de l'élevage. On n'en a pas parlé. Cette année, c'était la Géorgie, le pays à l'honneur. L'année dernière, c'était la Mongolie. Pour l'an prochain, ce n'est pas encore statué. Il faut savoir que ces pays à l'honneur, ça s'inscrit dans une stratégie globale de géostratégie au niveau des États. Vous comprenez bien l'attente de la Géorgie, compte tenu du contexte de ce qui se passe à l'Europe de l'Est avec les mouvements des blocs. Donc on va pas... Et donc c'est important pour nous, le sommet de l'élevage, d'être aussi ambassadeur à ce niveau-là, avec des éleveurs et dans la construction, moi je dis carrément de la construction de la paix, parce qu'il va falloir trouver des équilibres dans ce continent européen. Et le dernier point sur les perspectives, c'est effectivement aussi, ce qu'on sait par contre, c'est le concours national de la race, mais ça c'est Bruno qui va vous le dire, et c'est aussi faire en sorte qu'on ait cette diversité de présentation animale, parce que c'est quand même le sommet de l'élevage et c'est quand même les éleveurs, c'est la vitrine de l'élevage et des éleveurs et du savoir-faire des éleveurs. Bruno Dufayet, en 2024, quelle sera la race à l'honneur? La race à l'honneur sera la race salaire qui viendra faire son concours national, voilà, dans un roulement maintenant habituel entre les grandes races françaises. Et, voilà. Alors, Jacques Chazalet, je ne sais pas si vous allez nous quitter avant la fin de l'émission ou pas, mais en tout cas, ça va être intéressant maintenant parce qu'on va déguster la bière, la festive. Alors, vous avez le droit de partir. Nous, on va, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on va rester pour déguster la bière. Dégustation pour nous. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la cuvée du sommet avec du vin. Alors, la cuvée du sommet, on l'a présentée hier soir. Tout à fait, on en a On parlé ne l'a hier. pas oublié. Oui. Alexandre Vermersch, est-ce que vous pouvez me présenter cette bière? Oui, écoutez, cette bière, c'est une bière blonde qui présente la caractéristique d'être produite en Auvergne, avec des céréales d'Auvergne et à la bonne eau de nos volcans. Donc c'est une initiative portée par le sommet de l'élevage dans l'esprit de la durabilité, d'améliorer aussi et d'exposer la notion de filière. L'activité brassicole est une activité de transformation. Ce qui compte pour nous, c'est que pour faire bon, il faut que la matière première soit excellente. On a 12 agriculteurs auvergnats qui assurent la production de cette d'orge pour cette bière exclusive. Et ce qui compte, c'est que du semi au demi, tout soit fait ici. Alors, comment vous la décrivez au niveau goût? Quelles sont ses caractéristiques? Écoutez, c'est une blonde généreuse, délicatement maltée. Une petite pointe d'épices, parce que vous savez, il faut quand même s'ouvrir. Il y a une petite pointe de coriandre qui lui amène de la fraîcheur.
Et puis, elle a surtout un petit goût de reviens-y, en toute modération, bien sûr. Alors je pense que vous pouvez commencer à sortir les verres, le décapsuleur, c'est en dessous, on va quand même déguster. Je pense qu'il faut trinquer au beau chiffre de ce sommet, à cette remarquable édition. Voilà, essayer de trinquer, pour conclure cette émission et pour conclure ce sommet de l'élevage. Bruno Dufayet, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de la goûter ? C'est le 4e jour, donc je ne vais pas vous mentir, quoi. Donc, effectivement, dès le premier jour, de toute façon, je l'avais goûté. Mais en plus, j'ai le privilège d'habiter pas très loin de la brasserie d'Alexandre. Donc j'avais même pris un peu d'avance pour la tester. Ouais. Je suis un adepte de ces bières, parce qu'elles sont bonnes, mais aussi parce qu'il y a aussi toute l'histoire que raconte Alexandre et qui est importante. On va partager, on va servir pardon. Ouais, ça donne je veux dire qu'il y a toute l'histoire que raconte Alexandre, ça donne aussi du sens à ce que j'ai envie de consommer. Et puis voilà, et puis en plus le bonhomme a une bonne tête, il est sympa et là vous le voyez comme il est à la brasserie quand on passe et voilà, donc c'est très agréable. Et je suis un adepte et voilà, je contribue fortement à développer au travers de la consommation tous les produits de la brasserie 360 et je le fais avec plaisir. Et même au-delà, depuis le début du sommet, vous avez goûté aussi, j'imagine, la cuvée du sommet peut-être ? Oui, j'ai aussi, oui. Ça, je suis un peu comme notre collègue tout à l'heure. On peut avoir des responsabilités au sommet, mais par contre, on se donne aussi comme principe de vivre aussi la convivialité et au plus près. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous propose de trinquer. On trinque, Pauline, donc au record, au bon chiffre 2023 du sommet. On se donne rendez-vous en 2024 et puis peut-être que ça continuera à progresser. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci.